Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux Diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagne lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Pierre, diagonaliste chevronné et bien au-delà dans son expérience. Bonjour Pierre, merci de participer à ce podcast. Peux-tu dans un premier temps te présenter ? Ouais, donc bonjour, je suis Pierre Barthes, je suis au club des cyclotouristes de la ville de Sceaux. J'ai fait du vélo jeune, de petites courses de temps en temps. Et très vite, j'ai vu que c'est les randonnées que j'aime bien, mais une fois que ma vie professionnelle s'est engagée sur Paris, j'ai vu que le vélo à Paris n'était pas bien facile. J'ai plusieurs fois essayé, et puis bon, il y a eu quelques déconvenu, j'étais pas très chaud et donc j'ai abandonné. Mais en 1996, à l'occasion d'un changement d'emploi, j'ai décidé de me mettre beaucoup plus, de me reprendre cette passion du vélo. Et en plus, mon métier, c'était du travail en 4 jours dans la semaine, donc j'avais un jour de libre pour moi. Je m'étais engagé sur un Tour de France en plusieurs années avec le club dans lequel j'étais avant. C'était le club là où je travaillais. Et j'ai commencé donc les grandes distances de vélo sur la semaine et j'ai tout de suite été très capté par ce vélo sur plusieurs jours. J'ai commencé donc les flèches après les années 2000. En 2004, j'ai commencé les flèches de France. Et là, j'aimais bien ce petit défi. Je les faisais en aller-retour parce que les trains, je trouvais ça encore un peu compliqué. Donc je faisais beaucoup d'allers-retours, Le Havre, Calais. En 24 heures, je partais à minuit, je revenais à minuit, comme ça je quittais la région parisienne de nuit. Donc j'étais déjà très rodé, j'ai eu toutes les déconvenues, la moyenne qu'on suit, la fatigue intense, la mauvaise alimentation, où on se retrouve assis au bord de la route sur le trottoir et on dit j'arriverai jamais à rentrer. Et puis on arrive à Paris, on pointe et la personne vous parle et d'un coup on a une pêche d'enfer, on dit mais le corps il nous trompe, il me faisait croire que j'étais fatigué et finalement j'étais plutôt en pleine forme. Et bien sûr, 2 kilomètres arrivés à la porte d'Orléans, je m'effondre de nouveau. C'était juste un coup de boost que m'avait donné la personne, le fait de parler à quelqu'un. Donc j'ai vu très vite, il faut apprécier, il ne faut pas tout donner, il faut en garder. Donc je me suis fait cette expérience. Les années ont passé, puis il y a eu Paris-Pékin. Et donc pendant Paris-Pékin, bah là ça correspondait exactement à ce que j'aimais, rouler tous les jours. J'étais donc avec Gérard Geneste, un autre bon compagnon du club. Et pendant ce temps, Bertrand Affre, lui, a fait sa première diagonale. Donc on n'a pas pu la faire avec lui. Et il nous a donc proposé en 2009 de nous faire la première diagonale avec lui. Alors lui, il a préparé, il a proposé un parcours. Donc on était un peu entraînés avec lui. Donc c'était très bien. Et bah, j'étais un peu déçu. J'étais un peu déçu parce que bah, la météo, on roulait là sans... Ça me rappelait un peu Paris-Pékin où on partait le matin, on ne se posait pas la question, il fallait avancer, donc on se prend la météo comme elle est. Mais alors que là, on aurait pu choisir mieux un créneau, et il fallait quand même faire 300 km dans la journée, ou 280 en moyenne. Dans Paris-Pékin, on n'en a fait que 110, hein, donc c'était quand même moins fatigant. Et donc j'étais un peu déçu, je trouvais que c'était un peu bête. Et moi, mes flèches, je choisissais toujours l'été, je choisissais le mois de juin, je choisissais les bonnes périodes. Et donc c'était beaucoup plus, pas facile, mais beaucoup plus... Bon, on ne se mettait pas dans des conditions extrêmes. Là, une diagonale, je me rendais compte qu'elle pouvait très vite devenir très difficile. Si on passe des endroits montagneux avec des orages, s'il y a des pluies torrentielles... Donc on a parfois essuyé vraiment des très mauvais temps, où on s'arrête dans une grange, il pleut. C'était dans une diagonale Menton, je crois que c'était la deuxième ou la troisième que j'ai faite, Menton-Brest. On s'est retrouvé un déluge de pluie, et les compagnons, à un moment, au bout de 10 minutes, on dit on ne peut pas attendre plus, on va repartir. Et là, il s'est mis à pleuvoir encore plus fort, on était du côté de Sisteron. Et 1 kilomètre après, on voit 2 promeneurs en t-shirt, en short. Et on dit, bah là, on a pris un mauvais coup, au mauvais moment, ça aurait pu être très très grave. Et donc j'étais un peu déçu au début. Ouais. J'ai dit, ah ouais, là, quand même, c'est diagonal. Donc j'ai continué à me faire mes flèches. J'ai atteint très vite J'ai fini mes 2 cycles de flèches la même année, en 2012.
Et ça m'a donné une petite idée de faire la même chose pour les diagonales, finir les 2 cycles la même année, en 2015. Et je ne sais plus... Et donc, tu as fait ces 2 premières diagonales, donc tu étais un peu déçu. Les 3 premières, Les 3 premières. Et pourtant, tu en as fait 30 après, ce qui n'est pas rien. Quelles ont été tes motivations alors? Voilà, donc après, j'ai commencé à en faire parfois une seule. J'ai vu que seule, c'est pas mal. Tout ce qu'on organise, c'est pour soi. On n'a pas... Quand on est plusieurs, il faut faire attention au choix de chacun. Il y en a qui aiment prendre le café l'après-midi, il y en a qui aiment qui sont pas bons le matin, d'autres l'après-midi. Quand on est seul, on organise un peu tout autour de soi. Moi, j'aime bien me lever très tôt le matin, voire en pleine nuit. J'ai fait des diagonales dans la canicule. Je me suis couché à 6 heures du soir ou à 7 heures du soir. À minuit, je me suis réveillé. Je suis sorti de l'hôtel, tout le monde était dehors en train de machin, et moi... Vous faites du vélo? Oui, oui, je vais faire 300 km aujourd'hui. Et je suis parti de Dijon à minuit. Et j'ai préféré rouler toute la nuit. Mais j'avais dormi avant, donc ça, c'était pas mal. Et donc, on organise. Et quand on est seul, c'est plus facile que d'imposer aux autres le lever. Il y en a qui aiment bien se lever qu'au jour levé. Donc, voilà. Pour ça, c'est plus pratique pour faire seul. Mais à plusieurs, c'est plus drôle. On s'amuse. Avec ceux avec lesquels j'étais, on faisait des sprints. Les pointages, on s'amusait à faire des sprints. On s'était mis avec Gérard Jeunesse, on était l'équipe Paris-Pékin. Et il y avait l'équipe Le Reste du Monde. Donc c'était Perruchot et Bertrand Affre, par exemple. Et 2 contre 2, on faisait des sprints. Et bien sûr, on les a tous gagnés. Hein. On était à 2, on arrivait toujours à jouer bien pour gagner. Et donc ça occupe, ça fait passer des kilomètres. Du moment qu'il y a toujours des bonnes blagues, et on s'amuse. Hein. C'est ça le vélo. Et alors, seul, sur une diagonale, on peut avoir des coups de mou, des coups de difficulté, et à plusieurs, ils ne sont pas encore plus forts, ces coups de difficulté? Et non, il y en a toujours un dans le lot qui, lui, trouve l'énergie pour avancer. Par exemple, moi, je sais que c'est le matin au lever du jour où je me réveille. Et là, en général, j'ai une bonne pêche. Je ne suis pas bon l'après-midi, mais il y en a comme... Moi, je ne bois pas de café, donc... Mais ceux qui, une fois qu'ils ont pris leur café, en général, l'après-midi, d'un coup, pof, il y a un coup de patate jusqu'à... Et puis, il y a ceux qui roulent très vite en arrivant. Par exemple, Denis, lui, toujours les fins d'étape, d'un coup, ça se déchaîne. Où il y avait Serge aussi, et après, il nous dit, c'est parce que j'ai mal aux fesses. Hein. J'ai qu'une hâte, c'est d'arriver, donc dès qu'on passe à 30 à l'heure, on colle la roue. Puis on attend qu'il se fatigue, hein, c'est pas grave. Et donc, tout ça fait qu'on arrive. Puis, j'arrive à m'adapter un peu à toutes les vitesses. Donc c'est peut-être aussi une force, hein, un avantage. Donc si je t'entends, le fait d'être à plusieurs, c'est plutôt une force plus qu'un handicap. Oui. Hein. Oui, par contre, c'est vrai qu'à plusieurs, on perd du temps à tous les contrôles, on perd du temps, mais c'est pas grave. Moi, j'ai pas besoin de dormir beaucoup. Enfin, à l'époque, j'avais pas besoin de dormir beaucoup, et donc là-dessus, j'avais un avantage sur les autres. Hein. Tu n'as pas eu de lassitude à faire 30 diagonales, mais je suis déjà passé par là, cette route je la connais, Ah etc. non, alors ça c'est ma spécialité que les gens ne comprennent pas toujours quand je leur propose le même parcours. C'est un vrai... les flèches, je faisais aller-retour et j'aimais bien faire le retour sur la même route. J'avais plus besoin de sortir le plan, on gagne du temps, on sait qu'on ne va pas se perdre et surtout on retrouve les endroits où on est déjà passé et donc ça imprime doublement le parcours, on se souvient de l'endroit, mais je suis déjà passé là, ah oui, là j'avais fait ça, ah oui, la fois on avait eu de la pluie, là on avait eu ça, et donc ça marque quand la mémoire beaucoup plus, et on sait bien que quand on révise ses leçons, quand on révise plusieurs fois le même texte, à la fin il rentre, et là, quand vous passez, j'en ai déjà fait donc 4 fois certaines, et pas toujours exactement pareil, mais il y a des endroits clés où on repasse toujours. Et on reconnaît, on sait que là, oh là, il y a... Ah tiens, maintenant ils ont mis à 4 voies là, oh là, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Mais bon, c'est ça aussi qui fait le petit piment, des petites choses qui changent. Et alors, justement, tu dis que ça imprime quand on repasse. Parmi ces 30 diagonales, tu as des moments qui resteront gravés à vie, des souvenirs forts? Non, ça c'est pas trop... Je suis pas trop... Oh non, je ne suis pas du genre, ah là, c'était ma meilleure journée. Non, une diagonale, c'est une diagonale. Quand on a fini, la première chose, c'est qu'il faut réfléchir à la suivante. Et okay. Sinon, on a un petit stress, on dit, j'aurais pu faire ci. Non, tout de suite, il faut passer à autre chose. Top, c'est torché, c'est ma phrase, on est arrivé. Ça, là, c'est torché, on passe à autre chose. Et on ne fait pas de sentimentalisme. Non. Mais alors, quand on fait 30 avec une expérience forte, tu as encore du stress avant ou maintenant c'est comme... Toujours, oui. J'ai jamais fait une diagonale
sans rien préparer. J'ai toujours cherché bien les pointages, où j'allais les mettre. J'ai toujours choisi. Parce qu'au début, dans les flèches, là aussi, on pointe. Dans les flèches de France, au début, oh là là, j'ai mal géré. Je passais des heures à chercher la boîte à lettres, puisqu'à l'époque, on mettait des cartes postales la nuit. Je passais une demi-heure dans le village à chercher une boîte aux lettres. C'est une erreur, ça, c'est un temps perdu. Donc là, je suis redoutable, hein, tous mes compagnons de route le diront. Je suis redoutable dans la perte de temps. Moi, c'est le chrono. On ne perd pas de temps, on s'arrête. Et avant de s'arrêter, faire des courses, on réfléchit à ce qu'on veut acheter. Donc mon ami Gérard Geneste, qui remplissait ses sacoches alors qu'elles étaient déjà pleines, à lui, je lui dis tout de suite, toi, tu ne fais pas de courses. Tu as déjà plein de choses. Réfléchis à ce que tu veux avant et tu vas direct à l'essentiel et pas une troisième tablette de chocolat que tu mets dans le vélo. Ça ne sert à rien, tu en as déjà 2 autres. Hein, donc, les temps de pause, tu les limites au maximum. Bah oui, parce que je ne sais pas rouler très vite. Donc, c'est-à-dire je sais pas, je ne suis pas un fonceur, moi. Donc, c'est un gros rouleur, mais tu vas pas vite et tu limites les temps de pause. Voilà, c'est la technique pour rester dans le timing. Et donc ma technique, c'est quand je suis vent de face de la pluie, je mange donc sur le vélo. Les pauses, je réduis au maximum. Le problème, c'est quand on est vent de face, on n'arrive pas à manger. On s'étouffe, puisqu'on respire beaucoup plus. Quand il y a de la pluie, on s'étouffe avec le Gore-Tex. On n'arrive pas à atteindre ses affaires à manger. Sinon, il y a de l'eau qui rentre dans les sacoches. Et là, c'est irrémédiable. On détruit tout, la carte de route, le machin. Donc, il ne faut surtout rien toucher de tout ça. Il faut tout mettre dans les poches. Donc là, ouais, là, je calcule tout bien pour que ça fonctionne. Entre autres, une de mes techniques, c'est le premier jour. Comme on ne sait pas à quelle heure le train va arriver, puisqu'il y a toujours un peu d'incertitude chez notre cher SNCF, le premier jour, j'ai des sandwichs et je vais les manger certainement sur le vélo. Et comme ça, si le train arrive avec 1 heure de retard, je rattraperai sur l'heure de repas. Et comme ça, je le garantis le premier soir. D'accord. Et comme le deuxième jour, je sais déjà à peu près la météo qu'il y aura, vent de face, pluie, plus le temps est mauvais, plus tôt je vais me lever. Et je rajoute, puisque je ne sais pas rouler plus vite. Parce que je suis seul. Par contre, quand on est plusieurs, on sait parfois rouler plus vite. À plusieurs, avec mon ami Gérard Geneste, il était parfois redoutable. Alors, tu es seul, tu as ta journée à faire de 300 km devant toi. Tu sais à peu près combien de temps tu vas t'arrêter sur une journée type ? Oui, je suis arrivé à me faire des feuilles de route. Je sais déjà fabriquer ma feuille de route avec la moyenne que je vais mettre, le temps de pause et tout. Alors, vas-y. Et c'est redoutable, ça marche à chaque fois. C'est quoi ta feuille de route type ? C'est 40 minutes de pause le midi. À chaque contrôle, c'est 10 minutes. Et je mets une moyenne de 21 à 22, surtout pas plus. Parce que sinon, et même parfois 20 à l'heure seulement, comme ça, je suis sûr que si je veux gagner du temps, je peux encore accélérer. Si je mets déjà 26, dans la première diagonale qu'on avait fait avec Gérard Geneste et Bertrand Raff, on avait mis 26 de moyenne le premier jour. Ça, c'était redoutable. C'est ambitieux. Hein. Oh, oui, en plus, on était dans les Landes, vent de face. Mais Gérard Geneste était en mobilette ce jour-là. Il nous a emmenés comme pas possible. Et le soir, on est arrivé, on avait 26 de moyenne. Mais alors, laminé, hein. C'était déjà mort dès le premier jour. Donc, on a dit, non, ça, c'est pas un bon truc. Il faut changer les moyennes. Hein. Et ta routine type, c'est je prends un petit déjeuner ou j'en prends pas, je pars à 4 heures. Toujours, je déjeune et beaucoup. Avant, même quand tu es en diagonale, tu arrives à te déjeuner. Okay. Il faut. Sinon, je ne roule pas bien. Je mange toujours beaucoup. Tu bois pas de café, t'as dit ? Non. Donc du lait, je buvais du lait à l'époque, ou du thé. Après, Paris-Pékin, c'est devenu le thé, mais avant, j'étais au lait. Donc je demandais toujours 1 litre de lait, et puis je buvais 1 litre de lait. Ok, et après, tu pars, c'est quoi ton heure de départ toi, le mieux, c'est lever 3 heures, départ 4 heures. Ok, ça c'est l'idéal. Et ça, le soir, pour toi, il faut arriver avant 19 heures. Comme ça, j'ai le temps de prendre ma douche. 19 heures, je mange. Je fais un peu de lessive avant, si j'arrive. Oui, je fais toujours ma lessive aussi. Donc j'ai toujours les chaussettes, le t-shirt à laver. Le cuissard, j'avais un cuissard qui séchait par exemple sur Paris-Pékin, j'ai pu faire sécher mon cuissard tous les soirs. J'ai fait ma lessive tous les soirs de mon cuissard. Et ça a toujours marché, il séchait bien. C'était une peau de chamois en mousse. Mais maintenant, elles sont tellement absorbantes qu'elles gardent toujours leur eau. Donc maintenant, je les frotte simplement. Je les frotte avec une éponge humide, avec une serviette humide. Et sinon, je change de cuissard et je le fais sécher après. Mais le mieux, c'est le t-shirt, toujours lavé. Par contre, le maillot, je ne le change jamais. Ok, alors, justement, quand on parle de lessive et d'habits, tu pars plutôt léger ou plutôt chargé en très léger, beaucoup de choses ? Très léger, très peu de choses. Le minimum, tout est calculé au maximum. C'est-à-dire, tu me dis je dis ma brosse à dents coupée en 2, mon petit tube de dentifrice, un petit morceau de savon,
mes boules qui est. Tes boules qui est? Oui, parce qu'il y a des hôtels où parfois c'est très sonore. Hein. Ou le train de nuit aussi, c'est bien d'avoir ces boules qui est. Ah oui, parce que sinon on récupère pas bien. Hein. Par contre, le problème en diagonale, si on est seul, les boules qui est, on peut pas bien les mettre, sinon on a peur que le réveil. Donc souvent, j'ai eu des hôtels qui sont très sonores. Okay. Par exemple, les fameux Formule 1, qui sont devenus des lieux d'hébergement utilisés par les préfectures et plus du tout des hôtels. Ils hébergent des gens qui n'arrivent pas à loger ailleurs, ils les mettent dans des Formule 1. Et donc, toute la nuit, c'est la fête chez eux. Et donc, quand nous, on se lève à 2 h du matin, eux, ils commencent à peine à se coucher. Et donc, j'ai souvent eu ça. On entend la télé qui tourne jusqu'à 4 h du matin. Et quand nous, on part, ils éteignent la télé. Ah oui, moi... Et donc, moi, je fais du bruit. Donc, hop, tu emmènes une tenue civile? Non, jamais. Rien? Jamais, pas de chaussons ni rien. J'ai mes chaussures de vélo et j'ai un coupe-vent. J'arrive à tenir jusqu'à -2, -3. J'arrivais, maintenant j'ai du mal, mais avant j'arrivais à rouler jusqu'à -2, -3 avec tout ce que j'avais sur moi. Ok, avec un cuissard court? Cuissard court, collant. Collant, ok. Des gants mi-longs, enfin des gants longs, mais parfois j'en ai fait une en avril, là, à Besançon, tout ça, il faisait -3. Et quand il fait -3 à 4 h du matin, ça finit, enfin, à 4 h du matin, il fait -1, mais à 6-7 h, il fait -3. Il faut attendre 10 heures avant que ça dégèle. Là, on est pendant 4-5 heures dans le gel. Là, j'avais mis les chaussettes sur les mains. Ah, tu n'avais pas de gants? Si, mais ça n'a pas suffi. Il y avait froid de partout. Ah, là, j'ai eu très froid, ouais. Et donc, quand j'en ai qui me disent qu'ils veulent faire une diagonale entre Noël et Nouvel An, je leur dis, bah oui, mais dans le sud, il n'y a que Brest, il n'y a que Menton, mais dès qu'on est dans le nord, ça peut être il peut faire -5. Hein. Ça peut être un cauchemar. Et toute une journée, ça peut être un cauchemar. Ah oui, oui. Ah oui. Alors, diagonale, dans la spécificité des diagonales, c'est les saristes. Tu en as croisé? Oui, alors les saristes, c'est le petit fun, je dirais. Bien sûr, ils sont là pour contrôler dans le principe, mais non, ils sont là pour nous égayer un peu. J'ai toujours apprécié dans un sariste, il arrive, on discute. En plus, il faut avouer, ils me font même perdre du temps, puisque dans ma feuille de route, j'avais tout bien calé et tout. Et d'un coup, j'ai un sariste qui veut aller boire un coup, puisqu'il faut aller boire un coup. Et il faut discuter. Et donc, mais non, heureusement qu'il y a ça, ça fait passer le temps. Ça redonne un petit coup de fouet. Parce que surtout quand on est seul, on a tendance un peu à ronronner, hein, tout doucement, on s'endort un peu, et là, il faut chercher des trucs qui donnent des coups de fouet, et ça, c'est un sariste, c'est un bon truc. Hein. Les saristes, c'est quand même une spécificité des diagonales, et pourquoi une diagonale plus que d'autres formes de longue distance? Alors bon, j'avais fait les flèches, hein, donc ça, c'était déjà pas mal. La diagonale, là, c'est quand même, c'est plus long que les grandes flèches. Les grandes flèches, c'était les fameux Paris-Perpignan, Paris-Nice. Là, on est tout le temps presque au-dessus de 1000 km. Sauf une ou deux qui sont en dessous, toutes les autres. Donc, en général, avec les diagonales, il y a cette histoire qui m'a tout doucement plu, parce qu'au début, c'est ce qui ne me plaisait pas, c'était ce chronométrage. On ne peut pas d'un coup faire une pause dans la famille, faire un petit coucou. Ah, là, il y a le chrono qui tourne. Et c'est assez stressant, ce chrono. Hein. Et donc, on arrive tout doucement à prendre ce côté. Et quand on a bien compris que c'est une manière de rouler très vite, en condensé, voilà, c'est top. Hein. Il n'y a pas mieux que la diagonale pour faire un maximum de kilomètres dans un minimum de temps. Quel plaisir tu as, toi, à faire ce maximum de kilomètres entre un minimum de temps? Alors, je ne cherche pas le plaisir. Moi, mon plaisir, c'est le renouvellement des paysages. Je vois le temps, les paysages qui changent, la météo. Moi, j'aime bien observer le ciel. J'ai fait donc pendant 27 ans du vélo taf, hein, donc c'est aller au travail en vélo. Et le seul plaisir, c'était regarder les ciels. Je travaillais sur l'aéroport d'Orly ou à côté. Là, on a un grand plateau, on a toujours des beaux ciels. Rien que ça fait un plaisir. Et c'est le côté zénitude. Le vélo, c'est la zénitude. On regarde le paysage, on se décontracte, même en étant contracté à rouler, mais non, on arrive à rouler. Et en roulant énormément, comme je ne faisais pas que des diagonales, je faisais des brevets, plein d'autres choses à côté, et ben on arrive à trouver que le vélo, c'est un endroit où on est très bien. Alors, tu m'indiquais que tu es plutôt quelqu'un de très actif et que les diagonales, ça t'apaise, ça te calme. Ah, oui, sans conteste. D'ailleurs, je félicite toujours les gens qui arrivent à enchaîner plusieurs diagonales. Moi, je suis épuisé après une diagonale. Je suis laminé, j'ai plus rien dans les pattes. Je finis souvent
difficilement quand je suis seul. Hein. J'ai fait plusieurs diagonales le vent de face d'un bout à l'autre, hein, les Strasbourg-Brest, j'en ai fait des sud-nord. Oh là là, on finit, on est au bout de 4 jours, mais on y arrive. Hein. Il suffit de prendre son temps, avancer, mais on est laminé. Il faut de la volonté. Oui, je l'ai naturellement, je crois. Donc, je n'ai pas d'hésitation hein, si je la fais. Par contre, parfois, je suis déçu. Je dis mince. Mais il faut avouer qu'en France, on n'a pas de grand désert, à part le désert des Agriates en Corse. Hein, c'est le seul désert qu'on a. Sinon, le reste, il y a toujours des arbres, il y a des villages. Hop, le vent se casse. Et donc, ces moments-là, ben, on savoure, un peu moins de vent. Puis quand on est 2 ou 3, ben, là, c'est pas mal. Hein, on se met à l'abri. Et on continue à avancer. Mais c'est vrai que parfois, il y a mes compagnons parfois m'ont dit la Pierre, si on s'arrête, parce qu'on était tous épuisés, on te demande d'avoir au moins un quart d'heure de plus de pause parce que là on est mort. Parce que comme je chronomètre les pauses. Tu chronomètres les pauses? Ah ben je vais surtout pas que ça. Ah non, mais je fais attention. Quand je m'arrête, je jette l'œil à la montre et je sais tout de suite, attention, parce que tout se joue dans les stands, hein, comme en Formule 1. Tout se joue dans les pauses d'arrêt. Ah oui. Ah ben, Paris-Brest-Paris, c'est ça. Hein. Paris-Brest-Paris. J'ai fait un Paris-Brest-Paris avec un genou qui m'a lâché. Donc je l'ai fait sur une jambe. J'ai fait une petite moyenne de 21 de moyenne. Et alors que donc j'ai mis, je crois, 70 heures quand même. Avec une jambe. Ou 76 heures, ouais. Et on a quelqu'un dans le club qui a, lui, fait 90 heures. Mais c'est une fille, elle a roulé plus vite que moi. Mais elle s'est arrêtée beaucoup plus. Mais moi, comme je roulais très peu vite, ben, j'avais pas besoin de manger. Je me suis rendu compte que quand on roule moins vite, on a besoin de moins manger. Donc mes pauses étaient très courtes. J'avais peur que le genou gonfle. Donc j'ai dit, tant que je roule et que ça gonfle pas, je continue. Et puis finalement, les douleurs de genoux, parfois elles passent, elles reviennent. Et puis bon, je suis arrivé au bout. Bien sûr, le genou, après, il a un peu gonflé. Mais j'étais arrivé au bout. Et tu n'as pas de problème de sommeil sur du Paris-Brest comme ça ou... À l'époque, non. Non, ok. Le dernier que j'ai fait, oui, ça a commencé. Ouais. Oui, je pense que peut-être ma vie professionnelle était peut-être un peu trop chargée, ce qui fait que je commençais à... Ben non, au début, je dors à Brest et tout, et je reviens. Wow. Je vais à Brest. Mais la dernière fois, déjà, à l'aller, j'ai dû m'arrêter, me reposer sur un banc, donc déjà pas bon. Après, j'ai dormi à Brest. Sur le retour, pareil, j'ai dû m'allonger un peu. Et ben, je me suis endormi pendant une demi-heure, mais donc déjà, c'était pas bon. Et j'ai dû me réarrêter une autre fois, et j'ai failli dormir. J'ai découvert le rêve. À chaque fois que c'était midi, on arrivait sur Dreux au retour. Et à chaque fois que je me reposais, j'avais l'image, la dernière image que j'avais, elle s'était imprimée en moi. Mais j'ouvrais les yeux, mais j'étais en train de dormir. Donc heureusement, on est arrivé à Dreux. Je dis mais c'est pas possible ça. Alors j'ai dit ça a commencé à être dur. Ouais, donc tu dormais en roulant? Ah, j'ai l'impression, ouais. Okay. J'ai l'impression, ouais. Et donc ça, je connaissais pas ce sentiment-là. Il y a très longtemps, je m'étais endormi au volant en voiture. Mais là, j'avais compris ce que c'était. On tape la glissière, on a compris. Ouais. Mais là, on est réveillé moi en vélo, donc je ne suis pas tombé encore en dormant. Non. Alors, quand comme toi, on fait 30 diagonales, on fait des Paris-Brest, on fait Paris-Pékin, on fait des flèches, on a quand même un palmarès de kilométrage impressionnant, c'est compris par ton entourage, cette passion-là du vélo? Oui, là, alors c'est vrai qu'au début... c'était un peu difficile, il a fallu, j'explique maintenant, c'est pour ça que j'aime bien transmettre, quand on a un nouvel adhérent dans le club et que d'entrée il dit je vais faire Paris-Brest-Paris, je lui explique tout de suite, attention, il faut que tu demandes ton entourage, il y a des brevets à faire, il y a des week-ends qui seront gâchés, où tu ne pourras pas fêter un anniversaire à la maison et tout, donc très vite tu prends le planning des brevets, tu vois le planning de la famille et il faut coordonner tout ça. Et donc il faut que ça soit clair tout de suite. Sinon, quand il y a des imprévus, on ne peut pas, une diagonale, il faut la préparer 2 mois avant, le train, les hôtels, on a tout réservé. Quand on annule, c'est une perte sèche. Hein, enfin, une perte sèche, on peut se faire rembourser, mais pas toujours. Hein, donc il faut bien régler le truc. Et bon, c'est vrai qu'au début, madame a parfois été un peu... Moi, je me suis fait déborder en ne lui annonçant pas tout ce que je voulais faire. Et donc, il y a eu parfois un petit coup de blocage, mais dans l'ensemble, elle était très compréhensive. Le problème qu'elle ne comprenait pas, c'est que quand on fait 5 diagonales, et Paris-Brest-Paris, et des brevets, et 1000, et tout dans la même année, à un moment, on est sans arrêt en train de calculer une réservation d'hôtel, un truc, on est tout le temps... On ne parle plus que diagonale, vélo, train... Et madame, elle dit, et moi, je suis encore là, moi. Donc, oui, il faut bien gérer la chose.
Et elle a été assez compréhensive et elle a dit, si je pouvais dépenser un quart de ce que toi tu dépenses sur les vélos, en hôtel, en truc et en réparation de vélo, si je pouvais faire la même chose, ça te dérangerait pas? Je dis, bah non, je peux pas dire le contraire, hein. Je peux que te laisser, tu as même le droit de dépenser plus d'un quart que ce que moi je dépense. Parce qu'il se rendait bien compte que ça coûte un peu tout ça, hein. Ce plaisir du vélo, quand toute l'année on est parti. C'est pas toujours si simple. À propos d'être parti toute l'année, tu as rencontré un personnage mythique? Oui, Patrick Plaine, alors oui. Je l'ai rencontré donc en 2010. Lui, il revenait de Pâques en Périgord. Moi, je faisais la flèche Hendaye-Paris. Et il y avait vent du nord. J'avançais tranquillement. J'avais traversé les Landes. Et en arrivant près de Bélabre, ou Buzancais, je crois que c'est à Buzancais qu'on s'est arrêté, mais je crois que Bélabre est peut-être avant Buzancais. Et j'ai vu un gars là qui roulait avec des sachets, des plastiques un peu partout, mais qui roulait quand même bien. Et donc on a papoté, on s'est arrêté, on a pique-niqué ensemble. Et on a parlé, on a tout de suite vu que lui parlait, il était toujours un peu contre la Fédération française de cyclotourisme, il avait des griefs contre l'ACP, il avait un peu des... Et parce qu'il avait, j'avais appris après ses brevets et tout, mais à l'époque je ne le connaissais pas, il me dit, mais je m'appelle Patrick. Moi je dis, je connais qu'un Patrick, c'est Patrick Brouillenne, hein. Patrick, je dis, je connais que Patrick. Et lui, non, moi je suis Patrick Plaine. Ah bon. Et je fais 40 000 par an. Je disais, moi je fais 25 000 à peu près par an, donc j'en fais pas autant que toi, mais 40 000. Et il me dit, ça fait 40 ans que je fais ça. Donc je te laisse calculer, oui, ça fait 1 600 000 km. Je dis, ah oui. Et puis alors il m'a pris en photo et il a ouvert son carnet et il a noté rencontre Pierre Barthes. Et donc c'était rigolo. Et on a mangé. Moi j'avais pas de barre de céréales, tout ça. Ça fait longtemps que je mange plus de barre de céréales. J'avais mes gâteaux, j'avais ma tranche de jambon. Lui il avait sa boîte de macédoine. Il avait ouvert une conserve de macédoine. Il avait sa mayonnaise, son bocal de mayonnaise. Et puis on s'est mis à manger sur une table là à Buzancais. Et puis on a papoté, mais au bout d'un moment, il dit, mais je suis un peu un solitaire. J'ai dit, tu es autant solitaire que moi, et pourtant ça fait 1h30 qu'on parle sans s'arrêter. J'ai dit, donc c'est qu'on n'est pas si sauvage que ça, hein. On aime bien rouler tranquille, ça ne nous dérange pas, mais quand on rencontre quelqu'un, on sait être bavard. Mais parce qu'on était sur la même longueur d'onde. On avait, on vivait la même chose. Chacun de son côté et de la même façon. Alors lui, bien sûr, j'ai vite vu, le soir, il s'arrêtait donc près d'Orléans dans un couvent ou un cloître, un truc comme ça. Il avait des lieux de rendez-vous, de couchage. Il me dit, j'ai partout des lieux où je peux dormir pour pas cher. Moi, j'allais chez un ami de Paris-Pékin du côté de Blois. Et 2 jours après, il est venu à la randonnée qu'on organisait, où on organisait le rallye de Sceaux. Il est venu et il voulait me voir, mais moi, ce jour-là, j'arrivais pour aider l'après-midi, donc j'étais arrivé, donc on s'est raté. Mais il voulait me voir à tout prix, et donc il a fait la randonnée, et il est reparti, et donc c'était bien dommage. Et quand c'est que tu as compris que oui, et donc le soir, à Blois, je rencontre mon copain, je dis, j'ai vu un Patrick Plaine. Quoi? Mais tu sais qu'il est recordman des diagonales, il est machin, et il a plus de 100 centrionnales, il a plus de... je dis, je ne savais pas, hein. Si j'avais su, j'aurais touché le bonhomme, beaucoup plus, et j'aurais essayé de prendre de son savoir. Mais on avait déjà beaucoup de choses en commun, même si lui, il était encore avec une échelle bien au-dessus de la mienne. Mais il était déjà... Mais oui, très intéressant comme bonhomme. Ouais. Et alors, quand on fait autant de vélo, mais moins que Patrick Plaine quand même, rouler autant, ça maintient le corps en forme ou ça oui, quand même. On a une forme générale. Par contre, on a une forme et une détermination aussi. Quand le matin, l'avantage de faire du vélo taf, c'est quand on se lève le matin, il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas se dire, je prends la voiture ou je vais en vélo. Non, je prends le vélo. Il pleut, je me couvre. Il fait froid, je me couvre un peu plus. Et tout ça, ça m'a permis de faire ces diagonales et ces flèches très facilement, puisque je ne me pose jamais la question. Donc tu as travaillé ta détermination sans te poser Elle la question. s'est faite toute seule. Elle s'est faite toute seule. Il faut voir qu'il y a des périodes hivernales où il fait -5. Le matin, je suis descendu jusqu'à -10 pour aller au travail. Mais le midi, il fait encore -5. Quand je rentrais manger, je repartais,
il faut se couvrir, il faut manger très vite avant que le corps se refroidisse, il faut vite repartir. Mais quand vous êtes rodé, alors parfois on tremble, mais on sait qu'on tremble toujours que 5 minutes, puis dès qu'on repédale, le corps se réchauffe. Et ça t'a pas fait des coups de fatigue, cette Ah ben, accumulation ça use de le bonhomme, kilomètres? ça use le bonhomme, mais ça aide à dormir. Ça use le bonhomme quand même. Mais ça aide à dormir. Je comprends bien. Ça, c'est pas mal. Et moi, j'ai souvent des problèmes d'endormissement, donc là, en général, on s'endort bien. Et par contre, oui, l'usure, oui. Je me suis rendu compte que, par exemple, en 2015, j'avais fait mes 20 diagonales. Là, je me suis rendu compte que j'avais le dos qui était très bloqué. Je n'arrivais plus à débloquer le dos. J'avais des douleurs aux mains. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas un endroit du corps où je n'avais pas eu une blessure ou une douleur. Et donc, j'ai décidé, j'ai changé de métier à ce moment-là, toujours dans mon corps de métier, mais j'ai changé de domaine. Et ça m'a permis de retravailler en 5 jours, de réduire mes kilomètres. Et donc ça a un peu calmé toutes ces douleurs. Mais effectivement, j'avais été un moment j'avais cassé ma clavicule en 2011, 15 jours avant Paris-Brest-Paris. Et je m'étais inscrit au Paris-Brest-Paris au Dax. C'était la même année, en 2011, que le Paris-Brest-Paris ACP. Et donc les deux s'enchaînaient à une semaine d'écart, mais c'était pas grave. Moi j'enchaînais ça sans douter. Et donc pas de bol, j'ai dû annuler les deux. Et donc 2 mois après, je vais voir un médecin qui doit me contrôler la clavicule, mais le médecin était en vacances. Donc je tombe sur un spécialiste de la main. Et il me dit, oui, mais je sais aussi contrôler des radios et tout ça. Donc il contrôle. Je dis, la main, ça tombe bien, regardez toutes mes blessures aux mains. Et donc il me prend la main, il me caresse la main, là, et il touche. Il dit, là, vous avez un petit, comment on appelle ça, quand on a aussi aux chevilles, là, on a une tendinite, et là, vous avez une blessure. Là, je dis, oui, là, j'avais le doigt qui était rentré dans le rayon parce que j'avais une branche que j'avais essayé d'enlever. Ah oui, ça mettra encore 2 mois à partir. Et là, là, vous avez un cal, là. Ah oui, j'ai des cals qui poussent sur l'intérieur de la main et qui partent aussi vite que... Ah oui, c'est des cals mous qui se forment et qui repartent aussi. Et il m'a trouvé... Et là, oui, là aussi, vous avez une belle blessure, là. Oui, là, j'avais aidé un vélo à monter dans le train, et bien sûr, le vélo avait des sacoches immenses, c'était pas le mien. C'était un vélo qui faisait plus de 50 kilos, je m'étais tordu le doigt, et donc je m'étais tordu le doigt dans l'autre sens. Il dit, oui, voilà aussi. Et donc, j'avais des blessures comme ça partout. J'avais même les oreilles, à force de coups de soleil, qui étaient blessées. J'avais les yeux, qui étaient parfois très sensibles au vent, parce que quand on est tout le temps dehors, et surtout quand c'est des périodes de fort vent. J'avais le dos, le coude, j'avais eu des chutes aussi. J'ai un bout d'os qui reste toujours, d'une chute dans une diagonale, qui reste toujours là, qui bouge au coude, qui ne s'est pas bien remis. Enfin, qui s'est remis, qui se promène, qui n'est pas mis. Les côtés des hanches aussi, j'ai les hanches un peu blessées. J'ai les genoux aussi. Quand je roulais vraiment très énormément, j'avais du jeu dans les genoux. Et donc, dès que je calmais un peu, je sentais que ça revenait. Et donc, il fallait que j'observe les temps de pause, parce que je m'étais fait opérer des ménisques plusieurs fois. J'ai eu 3 opérations des ménisques sur les genoux. Et c'est pour ça que je me suis mis au vélo. J'ai arrêté de jouer, de courir, et le football, j'ai arrêté. Et j'ai vu qu'avec le vélo, c'est magique. Tu as quand même cumulé beaucoup de bobos avec toutes ces... Oui, voilà, j'ai remarqué. Mais tous ces bobos font complètement oublier tout le reste. Quand on est dehors et qu'il fait beau, ou même... Et puis vent dans le dos, voilà, on est là, on dit... ça, c'est... Le temps ne compte pas quand il fait beau et qu'il y a vent dans le dos et qu'on est dans une diagonale, on dit... Oh là là, ça sifflote, on écoute les oiseaux. Et malheureusement, donc, j'ai eu des coups, je suis revenu d'une diagonale, j'ai enchaîné avec un 400 et on a une pêche d'enfer. Et là, on dérape dans un rond-point où il y a une plaque de gasoil. Et on dit, non, on n'est pas encore... il faut encore faire attention sur la route. La chute est toujours proche. Et on croit qu'on est devenu intouchable, qu'on a les pieds qui ne touchent plus par terre. Mais non, la route est toujours là. Et un petit moment d'inattention et on tombe. Est-ce que tu veux dire qu'une diagonale, ça fatigue quand tu arrives au bout, mais ça te rend de l'énergie aussi? Ah oui. Donc je dis que pour 8 €, je le mets souvent dans mes comptes rendus, pour une modique somme, on arrive à avoir une pêche 15 jours après, phénoménale. Et qui dure, parce que quand on fait une diagonale, pendant un mois, même à 1000 ou à 600, pendant un mois derrière, on a une pêche qui reste. On n'est pas obligé d'enchaîner des 200 toutes les semaines pour garder. Au contraire, des 200 toutes les semaines, ça finit par fatiguer.
Alors que quand vous faites, et si vous observez un repos, enfin moi le repos ça voulait dire moins de 200 après, mais parfois j'ai enchaîné des 600, des 400. J'ai fait des flèches avec diagonale dans la foulée. Ben oui, parce qu'à un moment j'avais la forme et donc des gens comme Bertrand Affre disaient ça serait bien que tu nous fasses une flèche avant, comme ça tu arrives un peu fatigué, et comme ça on arrive à rouler avec toi plus facilement, parce que je faisais peur. Et donc je disais plus aux gens combien de kilomètres je faisais, parce que les gens ça leur faisait peur, alors qu'ils ne savaient pas que j'étais épuisé, que j'étais laminé et tout. Ils me croyaient intouchable. Ben non, en fait on est très fatigué aussi. Hein. Alors, on va continuer dans l'avancée du podcast. Quelqu'un qui souhaite se lancer sur une diagonale, quel conseil tu pourrais lui donner? Voilà, alors déjà, le mieux, la première, c'est de faire avec quelqu'un. Comme ça, on prend tous les conseils. Parce que faire une feuille de route, les premières fois, moi j'avais déjà fait des feuilles de route pour les flèches, donc j'avais déjà un peu l'habitude de tenir compte des pointages. J'avais eu la déconvenue des pointages difficiles à faire, où là, il ne faut pas mettre 2 minutes pointage. Et non, un pointage, c'est souvent 10 minutes. Avec un achat dans une boulangerie, c'est vite 15 minutes, alors qu'on n'a encore pas mangé, qu'on n'a pas enlevé de collants, et il y a toujours le déshabillage le matin. Quand on part très tôt le matin, il y a le déshabillage. Tout ça, le néophyte, il ne le sait pas. Donc il faut plusieurs diagonales pour bien rôder tout ça et pour bien l'inclure dans ces... Il ne faut pas hésiter à mettre des temps de repos. Comme ça, c'est toujours des moments qu'on pourra se passer si jamais on est en retard. Et donc on prévoit du repos sur sa feuille de route, comme ça on peut le gagner si on n'a pas besoin. Voilà. Et il ne faut pas oublier de le mettre. Et puis on voit bien que mettre une moyenne de 22 ou même 21... finalement, ça change peu par rapport au repos. Si on met 20 ou 21, c'est quelques minutes. Alors qu'un vrai repos de 15 minutes, ou le repas de 40 minutes le midi, souvent, il finit en 20 minutes, quand il y a vent de face, qu'il pleut. Et puis même, quand il pleut beaucoup et qu'il fait froid, on ne peut presque pas s'arrêter une demi-heure, on tremble. Le tremblement revient très vite, et donc il faut manger vite et repartir. Donc quand il pleut, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faudrait pas, mais le problème, c'est les averses. Quand il y a pluie, averse, là, il faut s'habiller, se déshabiller. J'ai horreur de rouler avec un Gore-Tex, ça m'étouffe. Donc, j'enlève le Gore-Tex, je le remets, je l'enlève, je le remets. Ça, à chaque fois, 1 minute de perdu, 1 minute de perdu. Et j'ai déjà une fois compté, sur une journée, on avait eu 14 averses. 14 fois, on s'est déshabillé, rhabillé. Oh là là, c'était... Et puis, il faisait chaud, c'était en été. Et puis, les pluies, avec de la grêle, des machins, des orages. Donc, à chaque fois, on se rhabillait, on se déshabillait. C'est au moins 20 minutes de perdu, les 14 arrêts, c'est ça? Ah ouais. Donc là, c'est parfois plus, puisqu'à chaque fois, on va en profiter pour manger, on va en profiter pour... Ah tiens, il manque de l'huile sur la chaîne, donc on met de l'huile sur la chaîne, on met... Voilà, tout ça, c'est... Le mieux, c'est effectivement du beau temps et vent dans le dos, mais ça, il n'y a pas toujours. Mais vent de face aussi, il faut bien le gérer, Ouais. Comment tu le gères? Le vent de face t'accélère, tu vas moins vite? Je réduis les pauses, donc la technique. J'ai eu ça donc sur Perpignan-Dunkerque. Je me suis retrouvé à plus de 40 degrés dans l'Allier, très chaud, le vent de face, mais finalement il était agréable, il me rafraîchissait un peu, mais le problème c'est que je m'arrêtais au cimetière, je faisais le plein d'eau. L'eau était chaude en 5 minutes, donc ça ne servait à rien. J'ai dit, bon, on arrête, maintenant on boit de l'eau chaude. On ne s'arrête plus. Je voyais, j'avais calculé, là je vais arriver après 8 heures le soir, c'est pas bon. Donc je voulais arriver au Vurdre, pour les diagonalistes, ils savent qu'il y a un point de repos là au Vurdre. Et donc le vent de face, c'est pareil, il faut réduire au maximum les arrêts et continuer à rouler, même tranquille, baisser la tête. Et puis, il y a des techniques que j'ai mis en place pour ne pas m'ennuyer sur le vélo. Il faut penser à quelque chose. La musique. Alors, j'ai écouté l'autre fois un récit d'une femme qui avait fait le tour du monde, je crois, en vélo ou à pied. Enfin, bon. Et elle disait, le journaliste lui pose la question, il dit, mais est-ce que tu as emmené pas des podcasts, mais des musiques enregistrées et tout? Non, surtout pas, je le dis à chaque fois. Il faut chercher la musique dans sa tête. Et souvent, avant une diagonale, je m'écoute une sorte de musique que je me mets dans la tête, et bien sûr, je l'oublie. Et donc, parfois, je mets la journée à ce qu'elle revienne. Mais alors, quand elle revient, là, pour peu que ce soit un rythme un peu entraînant, on le chantonne pendant 3 heures, on ne s'en est pas rendu compte, les kilomètres sont passés à une vitesse, le vent est passé, on a baissé la tête, et boum, 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 on a notre truc dans la tête. Et ça, c'est une bonne thérapie. Merci Pierre, nous allons arriver au terme de ce podcast. Est-ce que tu souhaites ajouter encore autre chose? Non, c'est vrai qu'on a beaucoup, les diagonales ça reste exigeant, mais il y a un bon retour sur investissement. Mais il y a plein d'autres randonnées, de balades, et j'encourage sur les gens, il ne faut pas se bloquer sur un truc. Mais c'est vrai que les diagonales,
comme j'ai dit, en 4 jours, hein, on a son compte. Et on est quand même... En plus, elle s'imprime bien parce que c'est un gros effort quand même qu'on fait. Hein. Et quand on est seul contre le vent, quand dès le matin, déjà à 4 heures du matin, on est déjà scotché sur le vélo, on dit « Ouh là, ce soir, ça va être chaud. » Ouais, la journée va être longue. Mais on y arrive, la journée passe. Et chaque tour de pédale, on avance. Et il ne faut pas se décourager. Donc on apprend, c'est aussi une école de la vie. Hein. Bon, maintenant, j'ai peut-être aussi été, quand j'étais jeune, on me disait parfois, bah, là, il y a 4 stères de bois à déplacer. Là, tu as une corbeille, en avant, ben, on commence, puis on déplace une, on dit on n'y arrivera jamais au bout, on n'arrivera jamais au bout. Et puis d'un coup, il y a la moitié qui passe, l'après-midi, hop, et le soir, les 4 stères ont été déplacés. Ben, le vélo, c'est la même chose. Hein. Petit à petit, tout à petit. On y arrive. Il ne faut pas chercher à voir le bout, ça aussi, je n'ai pas donné mes trucs, mais surtout pas chaque chose à peine. On regarde le contrôle suivant, c'est tout, hein, comme Paris-Brest-Paris. Surtout pas commencer à décompter 1000, alors il reste 998, 980. Oh, ça, c'est atroce. Ça. Okay. En tout cas, merci beaucoup, Pierre, pour avoir partagé ton expérience. Vu de ma fenêtre, tu fais quand même partie des un peu exceptionnels quand même phénomènes, parce que tu as fait beaucoup de choses. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste@gmail.com si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. Merci encore pour vos commentaires réguliers que je reçois, qui me font toujours le plus grand plaisir. Encore une fois, merci Pierre. Au revoir. Merci Marc. Au revoir.